On dit pas on va faire bosser les pays pauvres pour que dalle. Ah oui, on dit nous délocalisons afin de faire profiter les pays émergents des bienfaits de la société de marché. Parfait, vous avez tout compris. On sacrifie les gens psychologiquement. On ne les tue pas physiquement comme on pouvait le faire à la mine ou dans des choses comme ça, mais on les détruit mentalement. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes. Monsieur Macron, vous nous donnez des leçons de vie alors que vous n'avez rien vécu. Vous n'avez jamais pleuré le soir, assis tout seul par terre dans votre cuisine. D'épuisement et de désespoir parce que vous ne savez pas comment survivre jusqu'au mois prochain. Ici, il y a des handicapés, des personnes âgées, des salariés, des pauvres. Déposez les casques. Déposez les casques. Déposez les casques. Déposez les casques. Il est illégal de viser la tête et les parties génitales avec un LBD 40. Alpha aussi. Mais ils les ont traités de rien et menacés de poursuites. Ils leur ont arraché des mains et des yeux sortis de l'orbite. C'était une exaspération. C'est devenu une colère qui tourne vers l'insurrection. S'il faut parler vocabulaire, sire, est-ce une révolution? La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée bâlit. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Les loyers c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Assez rapidement, finalement, on a cette idée du référendum d'initiative citoyenne qui émerge. Et ça me paraît, enfin voilà, je me dis ça c'est digne d'un combat plus que pouvoir d'achat. Effectivement, c'est important, mais c'est important aussi. Parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim, quoi. Chez nous, il y a des gens qui crèvent de faim, c'est pas normal. On est un pays riche. Et ça, c'est pas normal. Et ça me met en colère. Et ça me met en colère comme ça me met en colère à chaque fois que j'entends un reportage sur le Chili et Salvador Allende et Pinochet qui débarquent, poussés par les États-Unis. C'est dégueulasse. Dès que le peuple, dès que les gens ont voulu s'en sortir, ont voulu faire quelque chose de fraternel, la fraternité, elle est que écrite sur nos frontons. Elle est pas réelle. Et ils n'en veulent pas. Et ce ne sont que des images d'Épinal. Et tout ça, ça me met en colère. Pardon. Je suis super, ça remonte là. J'étais en vacances, c'était descendu, ça remonte. Je crois que les Gilets jaunes ont été l'occasion aussi d'exprimer cette frustration et de dire voilà, je suis là, c'est possible. Voilà. Maintenant, là, ici. Et c'est maintenant. Bon, on avait dit une interview sans crier, mais c'est parfois difficile de tout contenir. Donc on voit bien, on comprend bien ce qui vous anime. Je suis indésoignante à Haut-l'Évêque. Impossible de me loger là-bas avec mon salaire. J'habite au nord de Saint-André de Cubzac. Ça me coûte 80 € de carburant par semaine. On ne soigne plus, on fait de l'abattage. Parole de Gilets jaunes. Alors déjà, on a un auteur particulier. Voilà, on a notre auteur, voilà, Charlotte. Je vais rougir. Donc on apprécie énormément les textes. On a beaucoup expérimenté plein de choses en fait. On a écrit tous, je crois que tout le monde a écrit ici. Une infinie corruption généralisée d'une anti-élite mondialiste qui vend le pays en échange de leur petite carrière, leur médiocrité et leur soumission fait le reste. Le 17 est le premier jour.
textes très personnels, pour le coup, des témoignages personnels. On s'en est un peu éloigné dernièrement, peut-être un peu trop. Moi, je me suis posé la question il y a pas longtemps. Je me suis dit, peut-être qu'on s'éloigne trop. On est allé sur du Victor Hugo, des choses comme ça qui sont super, hein, qui sont sublimes. Mais je trouve que c'est important de ne pas perdre la parole de nous, quoi, de notre quotidien. Les Gilets jaunes, c'est la France laborieuse, la France de ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, des ouvriers, des petits patrons, la France des responsables, du tiercé et des plats du dimanche, la France ni de droite ni de gauche, ou un peu des deux, celles qui ne sont rien mais pas personne, la France des illettrés, des harkis, des légionnaires, la France des putes et des poissonnières, la France de ceux qui ont choisi, la France pour y vivre, y travailler et y mourir. La réalité des gens, on la voit pas. Et donc oui, il y a eu les témoignages de chacun d'entre nous. On en a trouvé sur Internet, on en a trouvé pas mal via Facebook, hein, tout simplement. À chaque fois, on a demandé l'autorisation de pouvoir crier les textes. On les partage, on a un groupe Facebook, on les partage, on dit ce qu'on en pense, mais dans l'ensemble, on est tous assez raccords, donc souvent d'accord. Et voilà, il y en a qui choisissent de lire leurs textes, d'autres, voilà. Il y a les textes qu'on fait, ce qu'on appelle les textes chorales, qu'on fait tous ensemble. On a même fait des textes d'une seule voix, tous ensemble, d'une seule voix. D'ailleurs, ça s'appelait Ensemble, ce texte-là, qu'on faisait régulièrement ensemble. Amis, il faut faire la terre, il faut l'imaginer, un peu comme une humanitaire, oui, faire d'humanité, pour faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet, dans les yeux du peuple laveur, un rêve, une liberté, dans les yeux du peuple laveur, un rêve, une liberté. J'ai créé un texte, moi, avec les revendications qu'avaient les sourds par rapport au fait de mettre la langue des signes dans la Constitution française et que ça devienne enfin une langue de la République. Voilà. Je suis sourde. J'ai des yeux, des mains, des pieds et un cerveau. Pas besoin d'entendre. En France, nous sommes 6 millions de personnes sourdes et ou malentendantes. Nous n'avons pas accès aux informations à la télé, car pas de signes. Et le sous-titrage est de très mauvaise qualité. Pareil pour les journaux. Ça peut être difficile pour nous de lire. En 2005, la loi disait que tout devait être accessible. Résultat, on est bloqué. Complètement bloqué. Peu d'accessibilité et tout le monde s'en fout. Ma langue, c'est la LSF. Et je souhaite qu'elle soit mise dans la Constitution. Comme ça, il y aura obligation que tout le monde soit sensibilisé à nos vies. On est des êtres humains, nous aussi. Parole de Gilets jaunes. Ah d'accord, je savais pas et peut-être que beaucoup ne savent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux, par exemple, à partir d'un texte préparé à faire une traduction des signes. Par contre, traduire en direct live, ça c'est tout autre chose, c'est un tout autre exercice. C'est ça que tu es en train de nous dire? En effet, la langue des signes étant comme une langue étrangère, en fait, on peut faire un travail de qualité ou un travail bâclé. On peut faire de la langue des signes vraie, et puis on peut faire du français signé, et je préfère faire de la langue des signes française pour que ce soit vraiment de la qualité. Puisque les textes de mes congénères sont de qualité, de haute volée, donc je ne veux pas faire de boulot de mauvaise qualité. Merci. Parole de Gilets jaunes. Parole de Gilets jaunes. Parole de Gilets jaunes. Ah oui, c'est comme ça que vas-y en fait. Gilets jaunes. C'est super chouette. Ouais. C'est super beau à regarder.
Grosso modo, le problème de la population, c'est qu'effectivement, dans la population, vous avez des gens qui sont gilets jaunes. J'aime bien l'image de l'iceberg, c'est-à-dire les gilets jaunes visibles, c'est 1/6 de l'iceberg, et puis les invisibles, c'est les 4/5. Donc il y a énormément de gens du peuple qui sont sensibles, même si les 4/5 ne le sont pas. Il y a une partie du peuple qui l'a fait la sourde oreille et s'en va. En tout cas, moi je pense au moment où on criait dans la rue, pas dans les manifs. Moi, je me suis trouvée en face de situations absolument irrésolubles. C'est-à-dire que les gens viennent m'interpeller pour me demander, oui, mais alors après, vous écrivez, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vos revendications? Donc là, avec les gens qui sont en on the RIC, ceux qui font les assemblées citoyennes, ceux qui sont sur les ronds-points, on est tous, et puis du coup, on est tous militants dans plein de choses parce que ça fait partie des embranchements du truc. On commence à avoir une discussion assez intéressante avec eux, etc. Enfin, où on peut leur donner des éléments. Sauf que très vite, on s'aperçoit que ça les saoule. Et puis ils me disent oui mais on a voté pour un président et faut lui laisser faire 5 ans. Et moi je leur dis moi ça fait 10 ans que j'en chie monsieur dame. Enfin je te parle d'un exemple mais ça s'est reproduit un nombre de fois infini. Et là les gens vous regardent dans les yeux et vous disent ouais mais moi ta vie j'en ai rien à cirer. Jusqu'à l'ébullition. Ils nous vendront un air coté en bourse. Ils affameront des continents. Ils sonderont les banques avec nos retraites. Ils solderont les routes, les villes, les jardins publics aux plus offrants. Ils spéculeront sur nos maisons, notre santé, notre éducation. Ils mettront à force de stress la moitié des travailleurs sous un... Bordeaux, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ils lèveront des impôts sur nos égouts, nos chaussettes, notre haleine, plutôt que de sucrer leurs bénéfices. Le doute n'est plus permis qu'on les laisse faire tout ça. Et ils le feront. Parole de gilets jaunes. Et ça, c'est vraiment une posture qui est profondément bobo, je dirais, enfin bourgeois, qui rêve d'être un grand bourgeois. Triangle d'or, Bordeaux, là, particulièrement. Et les gens que de toute manière on ramènera pas à nous, qui sont profondément dans leur postulat, moi je dirais de droite capitaliste quoi. Donc il y a les riches là et les pauvres ils ont qu'à crever et finalement c'est un peu manichéen hein, mais la vraie vie dans la rue c'est comme ça. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu et d'ailleurs ça m'a mis un peu la réalité en face. Donc à un moment on lâche rien. J'aime bien, déjà moi, regarder et en même temps filmer le visage, l'attitude des gens qui écoutent. Donc les deux impressions, les deux images que j'ai, c'est attroupement. Des fois des attroupements des gens qui s'arrêtent vraiment un bon moment devant en face de Saint-André, là, il y a une petite église, Sainte-Eulalie. Il y a eu un moment très très fort là, notamment, et de voir les gens concentrés sur ce qui se crie et approuver comme ça, et après suivre les crieurs pour la suite de la manif. National, un seul coup de klaxon et je serai gris. La France des pantalons qui piquent, celle des antimilitaristes qui ne manquent aucun défilé du 14 juillet à la télé, celle des pulls en acrylique et du Tour de France, la France de Coluche, d'Audiard, d'Akhenaton, la France des Frangione, des Pérez, des Cavana, des Cherfi et des Matombo, du Père Noël est une ordure, des Deschamps, des nuls et de tous les inconnus célèbres, celle de Bébel et des valseuses, d'Higelin et d'Herrero, la France du film pourri du dimanche soir, celle des héros du quotidien, celle qui pense que Céline n'est qu'un vendeur de sacs, mais dont la culture et l'intelligence sont magnifiques, parce qu'elles viennent de loin, de très loin, de plus loin encore. La France! La France des femmes de ménage et des ramasseurs de poubelles, celle des artisans et des commerçants près de leurs sous, la France qui sait que c'est le travail qui libère et l'oisiveté qui a servi. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes.
Mépriser les gilets jaunes, c'est mépriser la France et les Français. C'est se mépriser soi-même. Chaque fois que je vois un gilet jaune sur un rond-point, j'ai envie de le serrer dans mes bras. J'ai envie de lui dire, continue mon gars, je t'aime. Je suis avec toi. Je suis exactement comme toi. J'ai souffert et aujourd'hui ça va un peu mieux. Je sais d'où je viens et où je veux plus être. J'aime les gilets jaunes, sans restriction, avec tous leurs excès, tous leurs manques, tous leurs défauts et toutes leurs frustrations. Oui, je prends tout, et tant pis si je dois me fâcher avec quelqu'un, parce que je sais que le jour où je serai à nouveau dans la merde, c'est un putain de gilet jaune qui m'aidera à m'en sortir. On ne peut pas aimer la France, et ne pas être touché par les gilets jaunes. Il a reçu, et on va y arriver. Vas-y, on est Gilet jaune. Voilà, des images. On a pu voir que des usines à trolls, quelque chose de très organisé, a descendu en flèche une de nos crieuses de manière absolument ignoble. Et cette personne a été assez démontée et par curiosité, on a un peu gratté derrière. Et on s'est rendu compte que c'était fait de manière assez automatique. C'était forcément des robots qui géraient ça et des gens organisés. Là, on s'est dit à ce moment-là, ce qu'on fait, l'efficacité, on n'en sait rien, mais quelque part ça fait peur. On a eu un monsieur qui est passé à côté de nous en disant 2500 €. Je viens de m'acheter pour 2500 € de fringues. Bien. Je passe un projet. Voilà, nous narguant comme si on était jaloux. Je lui ai dit que c'était très bien, on était très heureux pour lui. Enfin, voilà. Moi, je lui ai dit qu'il s'était fait avoir. Ouais. Parce que c'était pas beau ce qu'il avait. En langage aussi. On a eu Place de la Comédie, un monsieur qui est venu après le texte que j'avais écrit où j'explique qu'on travaille, on rentre chez nous, on travaille encore. Qu'on n'a pas une cuisinière, un chauffeur, on a rien de tout ça, nous. Nous, on continue. Notre soirée, elle finit très très tard. Et on serait très très tôt le matin. Et en plus, on nous fait passer on nous dit fainéant, quand même. Enfin, on a quand même entendu ça de la bouche de ce président. Donc c'était une lettre à Macron, hein, ce texte. Monsieur Macron, vous nous donnez des leçons de vie alors que vous n'avez rien vécu. Vous ne savez pas ce que c'est qu'élever des enfants, vous n'en avez jamais eu. Et vous savez encore moins ce que c'est qu'élever des enfants quand on est seul et qu'on a à peine 1000 € par mois pour vivre à 3. Vous ne savez pas ce que c'est que de tenir une semaine à 3 avec 50 €. Vous n'avez jamais regardé vos enfants manger en espérant qu'ils ne finissent pas leur assiette parce que vous avez le ventre vide depuis la veille. Vous n'avez jamais pleuré le soir, assis tout seul par terre dans votre cuisine. D'épuisement et de désespoir parce que vous ne savez pas comment survivre jusqu'au mois prochain. Vous ne savez pas faire vous-même votre pain, votre lessive, votre gel douche, votre produit vaisselle. Aujourd'hui, je m'en suis sortie. Je suis éducatrice spécialisée. Je gagne 1500 € par mois pour essayer d'aider des parents et des enfants en difficulté. 1500 €, c'est le prix pour prendre sur ses épaules toute la misère de notre société que votre société fabrique. C'est le prix de la paix sociale. Pas cher, hein? Mais ça, on en parlera un autre jour. Le soir, quand je rentre de parfois 10 heures de travail, la tête pleine d'inquiétude pour les enfants que j'accompagne, je dois aussi me demander, merde, qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Vous vous la posez souvent cette question, monsieur le président, quand vous conduisez en rentrant du travail. Ah mais non, vous conduisez pas, vous avez un chauffeur. Vous cuisinez pas non plus, je suppose. Je parie que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de ménage à faire, ni les courses, la vaisselle, le linge, les devoirs des enfants, vérifier vos comptes, préparer le pain, la brioche, les yaourts, nourrir les poules. Et c'est nous, les fainéants. Et c'est vous qui nous expliquez la vie. Ça fait 25 ans, monsieur le président, que j'entends qu'on doit se serrer
je vois celles de nos élus se desserrer à mesure que nous fabriquons des trous aux nôtres pour les serrer un peu plus. Aujourd'hui, les riens, les fainéants, les réfractaires, gaulois ou pas, ont relevé la tête. Et la violence de votre répression est la hauteur du dégoût, de la peur et de la haine que nous vous inspirons. Nous ne tairons plus, monsieur le Macron, sachez-le, et vous serez le dernier président de cette République. Et là, j'ai un monsieur qui est quand même venu me voir en me disant il travaille beaucoup, hein, quand même, le président. Voilà. Donc on a un petit peu discuté quand même. Je dis oui, mais moi je le traite pas de fainéant. Ce qui est vrai, dans ma lettre, je le traite pas de fainéant. Lui, il s'est pas gêné pour le faire. Mais on a eu aussi des jolis moments de gens qui nous ont applaudi, qui étaient pas gilets jaunes, qui sont venus, qui se sont arrêtés, qui ont écouté. On a des petits jeunes qui ont commencé à faire les zouzous. On était place Saint-Projet, ils ont commencé à faire les zouzous sur le côté, là, avec leur skate, leur machin et tout ça, et à se moquer un peu de nous. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui a dit à ses potes, chut, attendez, arrêtez. Et il a écouté jusqu'au bout. Mais on a des gens qui nous ont applaudi, des gens qui sont passés dans la rue, il y a une masse énorme, effectivement, on s'accroche à ce qu'on veut, mais on a une masse énorme de gens qui ne sont que des consommateurs, et qui font tout pour ne pas, mais comme ils évitent les SDF, mais comme ils ne veulent pas regarder tous les réfugiés qui sont en ce moment dans Bordeaux et qui sont livrés à rien, qui n'ont plus rien. Voilà, notre monde est fait de gens qui ont des œillères et qui font tout pour les garder. Et les crieurs, on a beau, là c'est des tympans, et ils mettent des bouts de caisse, ils y arrivent très bien aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as eu comme retour, toi, des sourds, en fait, sur vos textes que tu leur traduis? Pas beaucoup de retours, en fait. En fait, la population sourde et malentendante de Bordeaux, signante, manifeste peu. À part pour dernièrement pour les droits de citoyens, le droit à avoir la langue des signes inscrite dans la Constitution française. Il y a un groupe de sourds qui est familier des manifestations, mais comme beaucoup de gens en fait, la violence, les LBD, les flics, les charges, ça décourage beaucoup de gens, donc eux aussi. Et résultat, ils ont vu plusieurs fois la lettre au président, et le deuxième texte, donc le texte que j'ai fait, que j'ai construit à partir de leurs revendications, ils en étaient très contents, oui, tout à fait. Moi, j'aurais préféré que ce soit eux qui le disent. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai signé. Voilà. Donc le retour est positif, oui, tout à fait. Dans la dynamique, je dirais, politique et intellectuelle du truc et du criage, entre autres, on est arrivé aussi dans nos discussions, parce qu'on parle beaucoup, à se dire que, oui, il semblait évident que si ils nous rejoignaient, ça allait s'arrêter. En tout cas, les choses allaient changer, et du coup, on s'est mis à créer des textes pour les forces de l'ordre. Et du coup, je pensais pas, moi, personnellement, pouvoir créer des textes d'amour aux forces de l'ordre, mais ça s'est passé. Et j'y ai cru, hein, forcément, si je l'ai fait. Et sauf que il y a eu aucun résultat. C'est-à-dire que quand on a créé des textes, moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui tournaient la tête. C'est des gens qui faisaient tout pour ne pas nous regarder.
pour ne faire semblant en tout cas de ne pas nous entendre, et qui est resté dans exactement la même démarche que d'habitude. Et aujourd'hui, alors on est quelques-uns dans les crieurs, en tout cas je pense à un crieur en particulier qui depuis le début de toute manière veut pas leur crier des textes parce qu'il pense que il y en a un qui pense que ça sert à rien. Et ben j'en suis arrivée à exactement la même. Alors là c'est très personnel parce qu'on n'a pas tous le même avis. Moi aujourd'hui avec tout ce que j'ai vu, j'ai plus aucune envie de leur crier des textes d'amour quand on tape des personnes âgées, quand on envoie des lacrymos sur des enfants et quand on matraque des handicapés. On n'a pas le droit à la définition d'humain. Alors aux forces de l'ordre, on leur a crié des textes vraiment à eux. Pour la première fois en fait c'est pas parti de nous. C'est parti d'un gilet jaune qui m'a tendu son portable en disant on était nassés au miroir d'eau, de manière totalement incompréhensible. C'est la première fois que ça nous arrivait. C'était le changement de préfet à ce moment-là, c'est la nouvelle préfète qui était arrivée. Donc changement de méthode, nassage, avant même le début du rassemblement vraiment, empêcher les gens de venir se rassembler et donc on était là, nassés, un peu ballot là, les bras ballants, pas trop savoir comment faire. Si vous avez autant de couilles pour les piquets, ça sera magnifique. Là, pareil, dans les cités, il n'y a personne non plus. Alors, ça ne marche pas dans les cités. Nous sommes des parents, des enfants, des retraités. Et vous allez, au nom de qui, de quoi nous affecter? Des ripoux de la République? Quelle morale, quelle raison valable vous anime à blesser des travailleurs pauvres qui n'en peuvent plus d'être réduits au silence? On hurle notre souffrance et on vous demande de nous faire taire. Allez-vous faire cette sale besogne pour toutes les nantis qui n'ont que faire de vous pour protéger la racaille en col blanc au nom de quoi? 1 500 €. Le gaz et l'électricité vont augmenter en juin. Beaucoup ne pourront pas se chauffer cet hiver. Déposez les casques. Personne ne vous veut de mal. Personne ici n'a envie de se battre contre vous. Ici, il y a des handicapés, des personnes âgées, des salariés, des pauvres, des riches aussi. Nous sommes là pour nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. Est arrivé contre nous de la tyrannie, les gendarmes sanglants élevés, les gendarmes sanglants élevés. Entendez-nous dans vos campagnes rugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, tombez au bataillon. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là parce que je n'avais pas lu le texte avant, et donc j'ai crié le texte aux forces de l'ordre. J'ai pas lu jusqu'au bout parce qu'il était très long et que c'est très fatigant de crier, mais j'ai arrêté spontanément le texte aux 3 mots liberté, égalité, fraternité, ce qui a fait écho avec l'ensemble des gilets jaunes. Ils ont crié aux forces de l'ordre des textes, voilà, leur rappelant par exemple leur code de déontologie. Voilà. La Marine nationale procède de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit et des lois et règlements de la République. Article R 434-5. Le policier ou le gendarme obéit aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal. Il est illégal de viser la tête et les parties génitales avec un LBD 40. Et il est illégal de tirer à moins de 10 mètres avec un LBD 40. Il est illégal de mettre à bout portant ou à bout touchant avec un LBD 40. Il est illégal de tirer dans le dos avec un LBD 40, de lancer des grenades lacrymogènes à tir tendu, de lancer des grenades de désencerclement en cloche, de frapper à la tête avec une arme contondante. Policiers, gendarmes, vous avez le droit de refuser d'exécuter des ordres illégaux donnés par votre hiérarchie. Ne nous mutilez pas, rejoignez-nous. Moi j'aurais écrit un texte, alors c'est pas un texte d'amour, moi je le dirais pas comme ça. C'est un texte qui leur rappelle qui on est, parce qu'un jour j'avais entendu dans une rue un flic dire « virez-moi tous ces connards » et j'essayais juste de rappeler qu'on n'était pas des connards. Messieurs les gendarmes, messieurs les policiers, nous ne sommes pas des connards! Nous sommes des salariés, des ouvriers, des professions libérales, des fonctionnaires, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, et même si nous n'avons pas tous un travail, nous avons tous un métier. Nous sommes les enseignants qui instruisons vos enfants, les auxiliaires de puériculture qui gardent les plus petits pendant que vous travaillez. Nous sommes les dames de cantine qui servons aux enfants le midi. Nous sommes les sages-femmes qui les mettent au monde. Nous sommes les auxiliaires de vie qui prenons soin de vos parents. Nous sommes les boulangers qui faisons votre pain et les éboueurs qui ramassons vos poubelles. Nous sommes médecins, infirmières, manipulateurs radio. Nous soignons vos cancers, soulageons vos douleurs. Nous serons peut-être à votre chevet le jour de votre mort. Voilà, c'était juste leur rappeler ça un petit peu. Voilà, je crois que c'est les trois textes qu'on a lus aux forces de l'ordre. Comment c'est reçu? Moi, j'avoue que je les regarde pas trop quand je leur écris des textes. Par contre, mon compagnon, souvent, il fait pas, lui, il les regarde et il me dit, il y en a certains, voilà, ça tombe pas non plus dans l'oreille d'un sourd, il n'y a pas que des sourds, il y en a qui semblent entendre, qui sont mal à l'aise avec ça. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'ils nous ont toujours laissé finir les textes. Toujours. Même quand on leur a crié, alors là c'était pas pour eux, mais on leur a crié le 1er mai, alors qu'ils venaient juste de nous gazer comme des cochons sur les boulevards, et juste après le gazage, nous sommes venus frontal devant eux, leur crier 1er mai. Ils nous ont, avant de charger, on est allé au bout du texte. Non, à la violence des inégalités de mon apport, l'espérance de vie d'un ouvrier de 71 ans, l'espérance de vie d'un cadre supérieur et de 84 ans, soit
subi par les agriculteurs. Tous les 3 jours, un agriculteur se suicide en France. Non à la violence subie par les 35 000 morts de l'Amiens entre 65 et 95. Aujourd'hui, toujours, chaque année. Dans les yeux du peuple arabes, une liberté, le gilet jaune. Alpha aussi. Alpha aussi. Il va avoir du boulot près de chez vous. Hein. Attention. Attention. Il n'a rien à faire, c'est vous qui n'avez rien à voler. Il y a quelque chose en tout cas que je me dis, cette parole-là, ils peuvent pas se permettre de l'arrêter. Enfin, moi je me suis dit ça, peut-être que je me trompe complètement, peut-être que c'est juste que, voilà, ils nous prennent pour des guignolos, j'en sais rien, mais j'ai ce sentiment-là qu'on a toujours réussi à finir nos textes, jamais ils ne nous ont arrêtés, jamais ils nous ont coupé un texte, jamais ils nous ont interpellés pendant un texte, jamais. Ils m'ont envoyé une lacrymo pendant un texte. On a fini tous nos textes, toujours. Forcément pouvoir émettre une explication tangible parce qu'on n'est pas dans la tête des gens et des forces de l'ordre a priori, mais certainement pas. Mais c'est ce que vous avez pu constater. À l'acte 24, il y a des marionnettes qui illustrent des réactions à vos lectures. Comment est-ce qu'elles sont venues, ces marionnettes? Katia est venue nous voir, Katia qui est comédienne, chanteuse, elle est artiste militante et une vraie artiste complète, qui nous voir en disant est-ce que je pourrais venir avec mes marionnettes, voilà. Et elle est venue nous accompagner à chaque fois qu'elle a pu, malgré la lourdeur du matos à transporter. Katia, adorable, voilà, est venue et elle devait travailler sur des marionnettes un peu plus consacrées aux gilets jaunes. Juste des roses en Picardie et du pain blanc dans leur assiette, des enfants joyeux le lundi, aux oreilles des cris de mouettes. Ils voulaient juste vivre un peu et pas seulement exister. Ils ne voulaient rien de pompeux, pouvoir aimer. Mais ils les ont traités de rien et menacés de poursuites. Ils leur ont arraché des mains et des yeux sortis de l'orbite. C'était une exaspération. C'est devenu une colère qui tourne vers l'insurrection. S'il faut parler vocabulaire, sire, est-ce une révolution? Ils ne voulaient rien de pompeux, être écoutés. Leur chant était clair et joyeux et sonnait frais. Sur leurs livres, ils voulaient écrire le verbe aimer. Ils ne voulaient rien conquérir ni supplanter. Puisque là, elle venait avec une marionnette qui s'appelle Monde et qui rend hommage aux migrants, enfin aux gens qui n'ont pas de chez eux, mais qui ont un grand chez eux qui est le monde, qui est le même que tout le monde, que nous tous. Ok, et est-ce que ça pourrait vous inspirer des projets conjoints?
on dit souvent qu'il vient des tripes, mais les tripes c'est le ventre, et le ventre c'est les émotions, c'est ce qu'on vit en communication non violente. L'avant-dernière marche, avant la demande, c'est pouvoir exprimer son émotion. Et en linguistique, j'ai entendu une grande linguiste qui disait c'est l'ignorance entraîne l'impuissance de la parole, et l'impuissance de la parole entraîne la violence. Et en ce sens, le criage a quelque chose d'absolument social. Et il n'est pas juste le fait de gens qui sont un peu cultivés, etc. Et au contraire, il peut amener une culture. Alors, et aujourd'hui, pour moi, l'objectif, ça serait de réussir à monter quelque chose comme ça. C'est en train de poindre, on va dire, mais ça va prendre du temps, mais comme ce mouvement. Et j'y rajouterai une nouvelle notion là qui est en train d'émerger, c'est le slam. Le slam, c'est quand même, alors, tout à l'heure on parlait d'art populaire ensemble, mais le slam, là on est vraiment sur de l'art urbain, sur des choses comme ça. Et ben effectivement, ça parle aussi de ce cri-là. Donc il y a effectivement énormément de choses qui peuvent poindre, qui n'ont pas encore vu le jour, mais pour moi qui sont en gestation. La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise, que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils, des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés, enfants en bas âge et personnes âgées. Ils en profitent pour tout gazer. Dans les placards des gilets jaunes, y'a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banques éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la manif et que tu vois les flics se ganter, des minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés, le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés, aux matraques aiguisées, qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle-même paraît être la marionnette du mal qui l'inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier, faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués, Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? La plupart d'entre nous sommes artistes, voilà, en dehors de comment on s'est présenté. Je crois que quasiment tout le monde a un pied dans l'artistique chez Crieur de rue.
voilà, enfin, c'est pas pour rien aussi qu'on a été sensible à cette modalité-là. Il y a des musiciens, il y a des gens de théâtre, il y a des gens qui ont fait du théâtre, il y a des gens qui sont sensibles à tous les domaines artistiques, dessinateurs, musiciens aussi. Donc voilà, enfin. Après, avec le monde artistique, bah, Katia, elle est artiste, elle est venue vers nous. Enfin, il y a aussi une dessinatrice, ça s'est jamais réalisé, mais il y a une dame qui dessinait qui était venue vers nous. Enfin voilà, après d'autres se sont mis dans la batucada. Enfin, il y en a. Alors, il y a beaucoup d'artistes dans les Gilets jaunes. Après, c'est pas les artistes subventionnés par la mairie de Bordeaux. Alors, moi, justement, je suis très contente de cette question, parce que le rôle des artistes, par exemple, en mai 68, je pense qu'il a été, si ce n'est essentiel, en tout cas, et qu'il a vraiment été ancré dans le mouvement. Aujourd'hui, on peut quand même se poser des questions. Parce qu'effectivement, il y a les artistes gilets jaunes et puis les autres. Et on s'en rend, nous, qui sommes proches de l'art, on s'en rend vraiment compte. Ça fait 20 ans que on détruit le tissu culturel, qu'on fait des réformes au niveau de l'artistique, etc. Moi, je viens de la campagne et mon Dieu, en 10 ans, qu'est-ce qu'on a vu se mettre en place et tout détruire. Je veux dire, le lien social et la culture, le troubadour. Hein, alors le troubadour, en plus, il est à la fois musicien et à la fois théâtreux. Et ben, le troubadour a disparu. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour t'attirer. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta. Mettez-les les matraques disent de bien se tenir. Mettez-les les matraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta. On t'affiche, on te filme, on surveille tes soupirs. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. Orwell, dans sa tombe, n'a pas fini de rire. Orwell, dans sa tombe, n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Des de bras ta sueur pour nos villes à construire. Des de bras ta sueur pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta. Et aujourd'hui, moi, quand je suis arrivée Gilets jaunes, je me suis dit, il va y avoir des artistes. Effectivement, il y en a quelques-uns. Mais il y en a très peu. Et des gens qui étaient militants jusqu'alors, qui avaient fait finalement leur fonds de commerce sur ce militantisme, eh ben on les a pas vus arriver. Donc le lien que je vois, c'est exactement le lien de Gilets jaunes, c'est-à-dire une espèce de lutte des classes qu'on a créée. Parce que cette lutte des classes, elle a été créée par ces réformes, etc. Les mecs qui arrivent à avoir leur date, etc. C'est devenu des bourgeois un peu du système intermittence du spectacle. Et ils sont très contents parce qu'ils y arrivent par rapport aux autres. Sauf que c'est pas ça. Le militantisme, enfin, tant et si qu'il y a un militantisme de l'art, il se situe à au niveau de l'humain, de l'humanisme. Et là, on est passé complètement à côté, et c'est vraiment un truc catastrophique. Mors ton voisin si tu veux réussir. Mors ton voisin si tu veux réussir. C'est la rage du
gagnant, il faut vaincre ou mourir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit fini, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Quand même beaucoup de choses, ce que font les dirigeants, les hommes de pouvoir, la cour. À l'heure actuelle, je trouve, c'est mon impression à moi, qu'au théâtre, on voit beaucoup de comédies, beaucoup de boulevards, beaucoup de pièces expérimentales, contemporaines, je sais pas quoi, où on comprend que dalle. Par contre, quand on fait des pièces qui parlent des gens, de leur réalité, de leur quotidien, qui dénoncent, comme l'a fait un ami avec une pièce magnifique qui s'appelle Les Nouveaux Barbares, sur le monde du travail. Vous avez des enfants, monsieur? Aimez-les très fort. Aujourd'hui. Ça vous donne pas envie de vomir ce que vous faites? J'ai toujours eu une ambition hors norme. Je ne suis pas au-dessus, je suis ailleurs. C'est un peu comme le jeu, on dit pas en fait. Alors, on dit pas, on va tout vendre à des potes pour se faire max de blé. On dit, nous allons privatiser pour redynamiser l'entreprise. Oui, et on dit pas, on va licencier tout ce qui bouge, on dit la compétitivité nous pousse à délocaliser notre production. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est ce que j'appelle la langue néo-barbare, qui est l'une des composantes de la pièce, les nouveaux barbares. J'ai considéré qu'un langage néo-barbare, c'est un langage qu'on ne comprend pas et qui déguise la violence. On dit ce que le réel devrait être au lieu de dire ce qu'il est. On dit pas, on va faire bosser les pays pauvres pour que dalle. Ah oui, on dit nous délocalisons afin de faire profiter les pays émergents des bienfaits de la société de marché. Parfait, vous avez tout compris. En m'intéressant à la violence au travail, je suis tombé sur toutes ces entreprises qui promettent un épanouissement à leurs employés et qui ne tiennent pas cet engagement. Un contrat de travail, c'est la soumission du désir à un autre désir. C'est pas un échange et ça n'a jamais réellement été un échange. Je considère que j'ai entre mes mains la responsabilité du bien-être de mes employés, en plus de celle du succès de mon entreprise. Après, il est évident que dans les très grosses entreprises, cette question ne fonctionne plus du tout. Je pense que tant que des gens auront à cœur de se faire de l'argent sur le dos d'autres gens, on aura ce problème-là. Nous ne pouvons pas garder Monsieur Lenoir au sein de l'entreprise. Les conditions psychologiques dans lesquelles il se trouve actuellement ne lui permettent plus d'effectuer les tâches qui lui incombent de manière sereine. Il apparaît évident Les conditions psychologiques? Dois-je vous rappeler que M. Lenoir vient d'enterrer son fils de 10 ans il y a 9 jours? Il est pour le moins légitime que les conditions psychologiques, comme vous dites, soient particulièrement mauvaises. Cette scène de licenciement est basée sur un fait réel que j'ai entendu à la radio. Ça montre qu'aujourd'hui dans notre société, et je parle des grosses entreprises, on sacrifie les gens psychologiquement. On ne les tue pas physiquement comme on pouvait le faire à la mine ou dans des choses comme ça, mais on les détruit mentalement. C'est des territoires symboliques qu'on est en train de conquérir. Il a subi la pire des choses, et derrière on a remis une couche. Je me dis que je l'ai fait de manière moins dégueulasse qu'un autre. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Pour lui dire, en face, je vais quitter le groupe, je peux plus travailler pour eux. Ce qu'ils m'ont fait faire, c'est sale. La scène du DRH, pour moi, c'est celle d'un homme qui fait un acte qu'il juge moralement indéfendable, mais qu'il fait pour des raisons professionnelles. On voit qu'il y a une contradiction entre nos valeurs morales et ce que le travail nous amène à faire. Depuis 200 ans, on essaie de nous faire croire que l'humain est la valeur absolue, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Dans la réalité, il y a certaines valeurs, dont celle du travail aujourd'hui, qui prennent largement le dessus sur la dignité humaine.
Ah, alors, on dit pas... il faut faire cracher le client bastiné, on dit notre souci premier est la qualité pour chaque client. Oui, c'est ça, dans la finance, j'en ai une dans la finance. Et par rapport à ce DRH, le questionnement que je veux apporter aux spectateurs, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais à cette place? À l'école, on est surtout éduqué à être de bons petits soldats. Dès le départ, on est placé en situation de compétition. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a des notes. Quand quelqu'un sort des grandes écoles, il a été formé pour pas se plaindre, pour faire ce qu'on lui demande et obéir à des gens qui se prennent pour Dieu. Et ben, ça a du mal à se vendre. Les directeurs et directrices de théâtre ne veulent pas se mouiller. Ils ont sans doute peur de perdre des subventions. Enfin, voilà, nous, on a écrit une pièce sur nos métiers qui parle aussi de la vie des gens, sur les métiers d'éducateurs spécialisés, sur les métiers de manipulateurs radio, qui sont des métiers difficiles. On est en prise avec la souffrance des gens et on parle de cette souffrance des gens. Ben, les gens sont un petit peu frileux quand même. Pourtant, on rit beaucoup. Enfin, je crois, hein. On n'est pas en train de... C'est pas pitoyable, loin de là. C'est très humain comme pièce. Mais tout ça, ça fait peur. Ce que je retrouve avec les crieurs, c'est un peu ça aussi. C'est la catharsis. C'est le moment où on partage, où c'est des tripes à tripes, de cœur à cœur, c'est organique, quoi. Et ça, je trouve qu'on le vit plus. On le retrouve en théâtre de rue un peu, mais en théâtre de salle, mon Dieu que je m'ennuie, quoi. Et moi, à la place des artistes, moi, ma prof de théâtre, celle qui m'a le plus donné, elle disait, vous avez la chance d'être sur scène, vous êtes là pour témoigner pour les autres. Vous donnez la parole aux autres. Et pour moi, c'est ça le théâtre. Et je le vois plus, ce théâtre-là. Et c'est pas pour rien que aussi les choses explosent. C'est qu'il n'y a pas d'espace de parole. Il n'y a pas d'espace de transmission de la parole. Bon. Et la place d'artiste, ce serait d'écrire des pièces, ce serait d'aller au terrain, c'est d'aller rencontrer les gens, c'est d'aller dans les manifs des Gilets jaunes pour se reconnecter avec la vie. Parce que l'intermittence, ça fait ça aussi, les subventions ont fait ça aussi. C'est que, au final, il y a plein de gens qui écrivent des pièces sur le phénomène de création artistique, sur eux-mêmes, quoi, en fait, sur ce que c'est la vie de troupe, ce que c'est la vie, comment on crée, la démarche artistique, sur eux, parce qu'ils se sont complètement déconnectés des réalités des gens. Alors, revenons à Molière, je sais pas, mais faisons quelque chose, quoi. C'est quoi un artiste qui crée du sens? Et moi, ce qui m'a très agréablement surpris, dès le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est l'inventivité, la créativité des gens. Je filmais les dos des gens, les pancartes. Et chaque semaine, c'était très inventif, plein d'idées, de l'humour, de l'esprit et du sens. Et c'est déjà ça, être artiste. En tout cas, sur Bordeaux, on a pu observer qu'il y avait quand même pas mal d'artistes en action, en manifestation. Je pense à Songwe, par exemple, avec sa guitare. Je pense à Bébé Bulle, avec ses maquillages et ses bulles, qui tous les deux délivrent un message fort aussi. Et puis je pensais à l'exposition à laquelle vous avez participé au Volcan, où il y a eu cet artiste qui a réussi à plaquer des photos sur des pavés. Je pense à tous ces photographes aussi, évidemment. Et je pense aussi à tous les reportages qui sont petit à petit en train de sortir, mais à l'automne, il va y avoir une grande vague de reportages sur les Gilets jaunes. Je pense notamment à Florent Marcy, qui est reporter de guerre et réalisateur, qui va sortir un film. Et donc la question, c'était vraiment, qu'est-ce que ça apporte en fait quand il y a des démarches artistiques qui sont faites à l'instant T de la contestation sociale? Je peux dire deux mots, si tu veux. Alors moi, je vais juste dire ça, c'est que il y a un truc dont je suis sûre, c'est que il y a un synonyme de vie, ça s'appelle créativité. Et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que les Gilets jaunes, c'est vivant, et que la créativité, ça va avec. Et on ne peut pas... c'est artistique. La vie, c'est de l'art. Voilà. C'est dire que les artistes aussi sont en colère, que nous aussi, c'est galère, qu'on dit les choses autrement. Ces artistes-là, tous autant qu'on est, sont noués avec sa guitare, c'est aussi, ça parle autrement, en fait, c'est des façons de dire autrement, de lutter autrement. L'art, ça doit être aussi nu,
but. Enfin, ça doit pas être un truc plan-plan, on a un super fauteuil et puis on va dire oh, tournez ce qu'on va faire aujourd'hui. Non, c'est qu'on a des choses à dire. Et c'est un véhicule en fait. C'est un véhicule différent. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, et une créativité incroyable et beaucoup de gens se sont révélés très créatifs, artistes ou pas. Voilà, ils le sont. On est tous. Et peut-être que c'est ça qu'il faudrait aussi faire émerger, c'est qu'on est tous artistes, que c'est peut-être ce qui nous relie, c'est cette poésie qu'on a perdue, quoi, qu'on peut retrouver entre nous. Enfin, moi, à un moment, je rêvais qu'on investisse la place de la comédie et qu'il y ait des danseuses, qu'il y ait des musiciens, qu'il y ait des crieurs, qu'il y ait des gens qui graffent, qu'on se la prenne cette place, quoi. C'est la place de la comédie, quoi. Alors, rien d'intercontinental, mais c'est la place de la comédie. Prenons-la, quoi. C'est ce qu'on nous a, ce dont on nous a privés, ce dont on nous a dit vous n'êtes pas capable, c'est tout ça. Et moi c'était mon rêve, enfin, vraiment. Ça viendra peut-être un jour. Moi je voulais vraiment qu'on fasse un peu des mises en scène, des machins, surtout qu'il y avait des idées, c'était florissant, t'imagines bien. Et non, effectivement c'était pas ça, c'est du vivant, c'est du maintenant, c'est de la manif. C'est du vrai, ça crache des bombes, ça envoie de la vie, voilà, on y est, quoi, tu vois. Et là, à ce moment-là, eh ben non, il faut que des fois, il faut que les mots ils soient tranchants. Ils sont leur propre caricature. Donc si artistiquement, on voulait amener quelque chose de plus, je ne sais pas où on va aller. Non, c'est-à-dire il faudrait prendre les choses par un autre biais. Et là, il faudra être supra-intelligent et trouver des formules absolument inédites. Allez, bien trouvé. Moi, effectivement, ça a été des discussions là-dessus. Hein. Je me suis assez mise en contre sur toute mise en scène. Je crois qu'on est dans le sincère et dans le vrai. Et que, oui, tu parles de fioriture, il n'y a pas besoin de déguisement, il n'y a pas besoin de chorégraphie, il n'y a pas besoin de... C'est juste une parole simple et vraie. Et c'est difficile ce qu'on fait. Je crois vraiment que c'est difficile. Moi, on a tous eu des phases d'épuisement. C'est un épuisement physique, viscéral. Moi, la première fois que j'ai crié, j'ai senti toute la nuit mon corps à l'intérieur bouger, l'intérieur de mes organes. On vient simplement apporter la parole des gens simples. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus, les mots se suffisent et notre énergie, notre intensité se suffit. Le collectif des crieurs, c'est un truc où tout est improvisé et c'est à l'envie de chacun. En fait, on ne prépare absolument rien, on ne répète rien, c'est comme ça vient, c'est tout à l'arrache. Mais en tant que crieur, il y a ce côté un peu brutal et simple qui fait qu'on prend le texte et on le gueule. Alors, Sainte-Eulalie, d'ailleurs que j'ai mis énormément de temps à savoir que cette église s'appelait comme ça. Sainte-Eulalie, et on a crié le texte du directeur de Sud et qui s'appelait Vulgaire comme un gilet jaune. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est la France laborieuse, la France de ceux qui fument des clopes, qui roulent au diesel, des ouvriers et des petits patrons. La France des troquets, du tiercé et des plats du dimanche. La France ni de droite ni de gauche ou un peu des deux. Celle de ceux qui ne sont rien n'est pas personne. La France des illettrés, des harkis, des légionnaires, la France des prostituées et des poissonnières, la France de ceux qui ont choisi la France pour y vivre, y travailler et y mourir. Celle des parents qui mettent des torgnoles à leurs gosses pour leur apprendre à se tenir. Des fins de mois difficiles qui sont autant de fins du monde, sans cesse renouvelées. La France qui se baisse pour ramasser une pièce, éteint la lumière de la cuisine et met les restes au frigo dans un Tupperware. La France des types qui matent le cul des filles et celle des filles qui font semblant d'être offusquées. La France qui vanne, invective, s'insulte, puis se réconcilie devant un verre de rouge, pas forcément avec modération. La France modeste et fière, qui compte les centimes en rêvant de gagner au loto, qui n'aime pas trop les riches et n'en peut plus d'être pauvre.
chefs et adore haïr les chefs pourvu qu'ils aient la stature et l'humilité des Grecs. La France qui se branle de l'Europe, mais qui adore les Italiens, les Espagnols, les Portugais ou les Grecs. Enfin, ça dépend des jours. La France qui se fout de l'écologie, mais qui connaît le nom des arbres, des champignons et des oiseaux. La France, ni raciste, ni xénophobe, ni fasciste, ni homophobe. Celle qu'il faut juste respecter et pas trop emmerder avec des histoires de cornemues. Celle qui veut vivre de son boulot et se sent humiliée quand on lui fait l'aumône ou la leçon. Celle qui sait que ses ancêtres n'étaient pas forcément des Gaulois, mais ne peut s'empêcher de chialer quand elle entend la Marseillaise dans un stade ou dans la rue. La France pétrit de contradictions, qui dit rouge et qui dit noir, qui se signe à l'église et bouffe du curé. La France de ceux qui n'envisagent pas une seconde de ne pas se faire enterrer en France même, et peut-être surtout si leurs racines sont ailleurs. Celle qui tient la porte, celle qui se place dans un bus et se gèle toutes les nuits sur les ronds-points des nationales. Un seul coup de klaxon et je serai gris. La France des pantalons qui piquent, celle des antimilitaristes qui ne manquent aucun défilé du 14 juillet à la télé, celle des pulls en acrylique et du Tour de France, la France de Coluche, d'Audiard, d'Akhenaton, la France des Frangione, des Pérez, des Cavana, des Cherfi et des Matombo, du Père Noël est une ordure, des Téchiens, des nuls et de tous les inconnus célèbres, celle de Bébel et des valseuses, d'Higelin et d'Herrero, la France du film pourri du dimanche soir, celle des héros du quotidien, celle qui pense que Céline n'est qu'un vendeur de sacs, mais dont la culture et l'intelligence sont magnifiques, parce qu'elles viennent de loin, de très loin, de plus loin encore. La France! La France des femmes de ménage et des ramasseurs de poubelles, celle des artisans et des commerçants près de leurs sous, la France qui sait que c'est le travail qui libère et l'oisiveté qui a servi. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes. Mépriser les gilets jaunes, c'est mépriser la France et les Français. C'est se mépriser soi-même. Chaque fois que je vois un gilet jaune sur un rond-point, j'ai envie de le serrer dans mes bras. J'ai envie de lui dire « Continue mon gars, je t'aime. Je suis avec toi. Je suis exactement comme toi. J'ai souffert et aujourd'hui ça va un peu mieux. Je sais d'où je viens et où je veux plus être. Je suis encore. J'aime les gilets jaunes, sans restriction, avec tous leurs excès, tous leurs manques, tous leurs défauts et toutes leurs frustrations. Je prends tout, absolument tout en bloc, comme mon pays, la France, mon pays contre lequel je râle et ne cesserai de râler. Oui, je prends tout, et tant pis si je dois me fâcher avec quelqu'un, parce que je sais que le jour où je serai à nouveau dans la merde, c'est un putain de gilet jaune qui m'aidera à m'en sortir. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes. Il a réussi, et on va y arriver. Vas-y, on est Gilet jaune. Et il y a eu des moments qui m'ont gênée parce que quand on est des Gaulois réfractaires, on est aussi des Gaulois qui boivent, des Gaulois qui regardent les filles, ce qui est dit un peu dans ce texte-là, qui sont des choses qui peuvent me déranger. Et en même temps, on est des Gaulois qui viennent du Sud, on est des Gaulois qui viennent de l'Algérie, on est des Gaulois qui ont la peau plus marron que les autres, etc. Ce texte était d'une démocratie absolue.
À ce moment-là, les gens sont arrivés. Il y avait quelque chose qui faisait que nous, on criait le texte, on avait des poils sur 1 centimètre sur les bras, et les gens en face, c'était pareil. Et ça s'appelle, c'est une espèce de synchronicité ultime, c'est un cadeau du ciel, et c'était merveilleux. Et je m'en souviendrai jusqu'au jour de ma mort, je pense. Moi, je pense que c'est le 30 mars. J'avais retrouvé les crieurs avec ma caméra. Ils avaient encore les caddies avec les petits podiums. Et le 30 mars, je pense que c'était le jour de Bordeaux-Ville-Morte. Et on s'est retrouvés à leur première expérience. Il y avait tout le centre Sainte-Catherine qui était interdit de manif. Coup de la Marne, les flics qui ont fendu la foule à 80 à l'heure, je pense, pour aller au Capu, dérapage contrôlé, faire je sais pas quoi. Je portais toujours les trucs et à un moment donné, je me suis dit, là c'est trop pour moi, c'est trop. Il y avait la BAC près de Barbé. Je me suis retrouvé tout seul à un moment donné. J'avais la BAC là. Ils étaient derrière moi. Ils m'ont pas embêté. J'ai traversé la rue, la place du théâtre Barbé. C'était guérilla urbaine avec des lacrymos de partout, des gens qui les renvoyaient à coups de pied. Et voilà, j'ai réussi par m'exfiltrer. Je sais pas trop comment, mais et voilà, c'est la dernière fois qu'on a vu les podiums, les crières de. C'était lourd, et là c'était plus possible. Bon, mais, moi, en slip sur les quais. Contrôle bac. Voilà. C'est bon, marquant. Cela dit, Sainte-Eulalie, c'est le ouais, c'était. Voilà. C'est pour la rigolade. Eh bien, moi, j'ai 2 images. La première image, c'est la première fois que j'ai fait la lettre au président devant les sourds. C'est un peu d'humidité. J'étais pas très à l'aise, et puis en fait, bon, ça s'est bien passé. Et la deuxième, c'est la charge de la BAC. Donc pas contre moi, parce que moi j'étais derrière. J'ai assisté à la BAC, alors que j'aurais dû être dans la charge, en fait. Et le paysage de guérilla urbaine, on n'a pas l'habitude, enfin j'avais pas l'habitude du tout de voir, et qu'on voit beaucoup maintenant, et qui me dérange proprement. Cette manière de dresser les flics, la BAC, les CRS contre nous, alors qu'on fait rien de mal, quoi. On veut juste avoir de quoi vivre, tout simplement, avoir des droits humains. Moi, ça restera tout début. Je sais pas si c'est la première ou la deuxième fois qu'on criait Yak Hervé et moi, place de la Comédie. J'y tiens, hein, finalement. On était postés en haut des marches et la manif arrivait, parce qu'à ce moment-là on se postait et puis on attendait la manif. En plus on avait l'hélico, c'était vachement bien, on savait où était la manif à cette époque-là et on avait encore l'hélico.
Et la manif arrive, Blastourny, il y a la Batucada, à ce moment-là, il y avait mon frère dans la Batucada, mon petit frère. Et la Batucada arrive, ils s'arrêtent place de la Comédie, ils font du bruit, pareil. Ils jouent très très bien. Et nous, on attend, crieurs, avec nos textes, bon, pas possible, quoi. Hein. Et la Batucada s'arrête, et puis Hervé était en train de papoter, Yac lui disait Hervé, et là, je lui dis non, voilà, j'ai pas le temps. Il y a mon petit frère là, et je veux crier le texte, la lettre au président. Et crier la lettre au président, il y avait plein de monde, et mon petit frère était le poing levé face à moi, les larmes aux yeux. Et quand j'ai fini mon texte, tout le monde s'est mis à hurler Macron démission, et j'ai eu l'impression de lancer la révolution. Moi, ça je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça toute seule. Mais cette image de mon petit frère, le poing levé et les larmes aux yeux, restera pour toujours. Voilà.